If so, bump somebody. All right, thank you. All right, love you, man. All right. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Yes! What's next? What's next? I gotta get it. I'm not gonna stay fucking down. I'm not gonna stay fucking lying down. I'm not. I can't do that, man. I can't do that. What's next? Give me something else. What can't you do? I can do it. I can do anything. Est-ce que vous savez qui est le monsieur dans cette vidéo? Si vous ne savez pas, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a réussi à se bâtir une carrière à succès en venant de rien du tout, du fin fond d'Harlem. Et cette histoire est tellement inspirante, elle m'a réellement touché et m'a fait comprendre quelques principes du succès que j'ai envie de vous inculquer. Donc restez bien assis parce que cette vidéo va beaucoup vous apprendre sur la résilience, l'audace et l'état d'esprit de gagnant en fait. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez entendu dans l'intro, on va parler aujourd'hui d'une biographie. Donc celle de Puff Daddy, P. Diddy, whatever. Donc c'est un nouveau format que je n'avais pas forcément fait sur la chaîne. Donc si vous kiffez le format, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu. Bien sûr, à partager la vidéo. Sans plus attendre, let's go. Nous sommes à New York, le 24 novembre 1969. Sean Combs naît dans une famille très modeste. Sa mère Janice, 22 ans, rêve de devenir mannequin professionnel. Et son père Melvin gère tout le foyer avec son maigre salaire de chauffeur de taxi. Ils vivent dans une banlieue éloignée du centre-ville, Harlem, un quartier malfamé où règne le crime et la drogue. Malgré les sourires qu'ils affichent sur leurs photos, les fins de mois sont très dures et pour tenir le coup, Melvin le père commence à collaborer avec la pègre pour essayer de s'en sortir et cela va lui causer des problèmes très rapidement. Un beau jour, il reçut 3 balles dans la tête, laissant sa femme et son enfant seuls et sans revenus. La famille était dévastée et depuis ce jour, Janice était prête à tout sacrifier pour sortir son fils de cet environnement dangereux. Elle s'est mise à travailler jusqu'à 18 heures par jour, alternant 3 boulots. Le matin, elle était chauffeur de bus, l'après-midi, assistante maternelle et le soir, aide-soignante. En 1981, Sean a 12 ans et sa mère a assez d'argent pour quitter la banlieue d'Harlem. C'est un tournant décisif pour la carrière du futur Puff Daddy. Avec l'esprit plus léger et le portefeuille plus garni, il s'installe dans un quartier paisible de New York, Mount Vernon. C'est un quartier pavillonnaire où cohabitent la classe moyenne blanche et la bourgeoisie noire. Sa mère veut en faire un enfant modèle et l'inscrit dans les meilleures écoles du secteur. Elle l'inscrit donc à la Mount St. Michael Academy, une école dans laquelle cohabitent les noirs comme les blancs, et Sean commence à s'intégrer petit à petit. Janice reporte tous ses rêves sur lui. Petit à petit, l'enfant commence à s'intégrer à ce collège et commence à avoir de bonnes notes et de bons résultats sportifs. Et c'est comme ça que ses petits camarades de classe l'ont surnommé Puff, ce qui signifie gonfler les poumons, lui qui a de l'assurance en fait. Janice est fière de son fils et il continue à avoir de très bonnes notes, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès qu'il finit les cours, il retourne à Harlem le soir pour aller voir ses anciens amis. Il mène totalement une double vie et c'est en passant du temps dans les rues qu'il va assister aux premières loges à un nouveau phénomène qui vient de voir le jour dans les rues d'Harlem, le hip-hop, le rap. Des groupes comme Run DMC commencent à faire leur émergence dans les quartiers les plus pauvres. Et les jeunes du quartier galvanisé commencent à rapper sans instrument et à faire du beatbox. Ils commencent à faire du breakdance et s'imprègnent totalement de la culture hip-hop. C'est un vrai phénomène. Les jeunes du ghetto s'arrachent les disques de ces rappeurs, mais le problème est que le rap reste cantonné à la seule communauté noire. Sean a alors 18 ans. Et rappelez-vous, il est habitué à traîner avec des blancs et des noirs. Et il se rend très vite compte que le rap reste méconnu pour ses petits camarades blancs. Les blancs sont avec les blancs, les noirs sont avec les noirs. Pendant ce temps, Sean reste un élève modèle, il est enfin diplômé de son école de marketing et sa mère le voit déjà comme un haut responsable d'une entreprise. Mais c'est en même temps à ce moment-là qu'une rencontre va bouleverser sa vie à tout jamais. Nous sommes alors en 1990 à Harlem, lorsqu'un pote à Sean lui présente un ami à lui. Il se nomme André Harrell. André Harrell est un jeune homme riche de 29 ans qui est l'un des premiers businessmen du rap. Il a créé sa société de production Uptown Records. Pour Sean, c'est une grosse révélation et il se dit pour la première fois de sa vie, on peut faire de l'argent grâce au rap. À 22 ans, Sean plaque ses études malgré ses diplômes et décide de se lancer dans l'aventure et fait tout pour travailler avec Harrell.
Harel va décider de lui donner sa chance et l'emploie en tant que secrétaire. Et il va pas regretter car son jeune poulain est motivé comme pas possible et lui fait du zèle à un point inimaginable. Il a la dalle et Harel le voit très bien. Harel est totalement impressionné par sa motivation, donc il va décider de lui donner la chance de sa vie. Il lui donne pour mission de s'occuper d'un jeune groupe de rappeurs encore inconnus, s'appelant Jodeci. Sean va saisir sa chance comme pas possible et il va passer des heures et des heures enfermé au studio à retravailler leur musique, leur style. Il multiplie les prises de voix, il retravaille tout de A à Z. Et il a une idée de génie, faire de tout son possible pour que leur musique puisse plaire à la fois à la communauté blanche et à la communauté noire. Donc, il a eu la magnifique idée de mélanger la musique de Whitney Houston, très mélancolique, qui parle d'amour, et le rap conventionnel qu'il a eu l'habitude de connaître toute sa vie. Et voilà ce que ça donne. Des artistes totalement hip-hop avec des casquettes à l'envers, des styles un peu ghetto qui sont en train de chanter des romances. Personne n'a été habitué à ça dans le paysage musical. Jodeci est même devenu un phénomène, surnommé comme OVNI du rap. Leur album va être écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est un véritable succès. Harel ne pouvait pas être plus heureux que ça. Et carrément, c'est le plus gros succès de sa boîte de production. Et il va donc se montrer très généreux avec son poulain, Sean, qui est lui aussi aux anges après tant de travail. Il décide alors de le payer 12 000 $ par mois pour qu'il l'assiste avec ses autres artistes. Il le fait carrément emménager chez lui et lui fait assister au background du monde du showbiz. Et le jeune Sean ne va pas en perdre une miette, il va faire en sorte de connecter avec le maximum de personnes pour se faire connaître. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de s'appeler Puff Daddy. C'est un mélange entre son surnom d'enfant Puff, qui signifie celui qui a de l'assurance, et Daddy, qui signifie chef. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va porter ses lunettes noires qui ne vont plus jamais le quitter. Mais malheureusement, toute bonne chose en une fin, et cette idylle va bientôt connaître un bouleversement auquel personne ne s'attendait. Nous sommes alors le 7 novembre 1991. Le célèbre joueur de basket Magic Johnson révèle alors qu'il arrête sa carrière car il est séropositif. C'est un bouleversement pour l'Amérique. Sean, opportuniste et intelligent, veut surfer sur la vague d'émotions et a trouvé la bonne idée d'organiser un concert de charité contre le sida au New York City College. C'est une occasion en or pour faire parler de lui, de son business, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Le 28 décembre 1991, le soir du concert, tout semble avoir bien démarré et 2 heures avant le début du concert, il y a déjà foule. Le problème en fait, c'est que Puff a vendu beaucoup trop de tickets et la foule commence à s'agglutiner. Pris de panique, il ferme aussitôt les portes. Mais bon, vous imaginez bien, les gens ont payé 20-30 $, donc ils sont un peu énervés. Et les gens essaient de rentrer par les issues de secours. Puff ferme aussi les issues de secours. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur, il fait hyper chaud et les gens commencent à paniquer. Il n'y a plus aucune issue et les gens commencent à se faire écraser par la foule. Ce soir-là, le bilan est dramatique. Il y a eu un total de 9 morts et plus d'une trentaine de blessés. C'est une véritable catastrophe et pour la première fois, Puff va s'exprimer devant le monde entier, mais de la pire des manières qu'il soit. Whatever must be done to ensure that this never ever happens again. Il a eu de la chance, il va s'en tirer sans aucune condamnation judiciaire, mais son image est complètement foutue et tout le monde va lui tourner le dos. Même son parrain, Harel, de peur que ça nuise à son business, va prendre ses distances petit à petit jusqu'à complètement le virer en 1992. Nous sommes alors en 1993, Puff n'a plus aucun sou en poche et il va décider d'aller retourner vivre chez sa mère. Il a absolument tout perdu, mais il y a une seule chose qu'il n'a pas perdue, c'est son ambition démesurée. Et il décide donc depuis chez sa mère de créer sa propre boîte de production, Bad Boy Records. Puff n'a alors là aucun contact et aucun artiste en vue. Il va donc s'empresser de sillonner les rues de New York à la recherche de nouveaux talents. Après des mois et des mois de recherche, il va tomber alors sur une pépite, un jeune de 21 ans qui fait pas mal de bruit dans les rues d'Harlem. C'est un jeune qui fait pas mal de bruit en ce moment dans les rues, grâce à ses prestations de rap qu'il fait à même le trottoir devant une flopée de personnes. C'est alors là un jeune dealer de crack, comme tant d'autres, un peu gros, qui a tout sauf un physique de superstar, mais Puff va lui trouver quelque chose d'unique, sa voix. En effet, ce jeune homme, Christopher Wallace, a une voix totalement envoûtante qui arrive à captiver beaucoup de personnes autour de lui. Puff, roi du marketing, voit une très belle occasion pour redorer son image et pour enfin goûter au succès. Il sait très bien à ce moment-là qu'une belle voix ne suffit pas
Donc il va prendre Christopher Wallace sous son aile et va lui façonner un look de gagnant pour faire rêver l'Amérique tout entière. Son premier clip sort alors en 1994 et le petit dealer d'Harlem semble totalement métamorphosé. Puff lui a donné une allure de milliardaire dans une grosse maison avec des belles femmes, sur un yacht, avec des liasses de billets. Son pari est réussi et ça marche totalement, les Américains sont bluffés et Christopher Wallace va rentrer dans la légende et s'appeler pour la première fois Notorious Big. Notorious Big enchaîne alors les tubes qui font le tour du monde et son premier album, Ready to Die, s'écoule à plus de 4 millions d'exemplaires en quelques mois. Il devient alors numéro 1 des ventes, du jamais vu pour un jeune rappeur, et Biggie devient une énorme star du showbiz. Puff est maintenant un homme très riche, il touche environ 4 $ par album vendu. Un an après avoir créé sa boîte de production, il a une fortune estimée à plus de 50 millions de dollars et décide de prendre sa revanche sur la vie en installant les locaux de Bad Boy Records au plein centre de Manhattan, à Broadway, où il installe une centaine d'employés. Puff est alors le seul producteur à parader dans les clips de ses artistes. Il veut enfin prouver qu'il a réussi son rêve américain et commence à acheter des bijoux de luxe, des belles voitures et des maisons à n'en plus finir. Il fait même la une des plus gros magazines américains et est surnommé le roi du hip-hop. Et le jeune de Harlem goûte enfin à la vie. Mais malheureusement, le bonheur ne va pas durer car son succès attire des jaloux. De l'autre côté du pays, un autre producteur, Suge Knight, est en plein boom avec ses artistes sur la côte ouest et son label Death Row compte des artistes tels que Tupac, une étoile montante de la musique rap, Snoop Dogg et Dr. Dre. Il voulait clairement savoir qui des deux était le plus fort, mais cette chamaillerie va devenir de plus en plus sérieuse quand Tupac va sortir un clip mettant en scène le meurtre du rappeur et de son producteur. Puff va alors répondre avec un clip interposé mettant en scène lui et Biggie tuant leur ennemi. Malheureusement, cela va devenir de plus en plus réel quand Tupac se fera réellement tirer dessus lors d'une visite à Bad Boy Records. Et les choses vont continuer à s'empirer lors des cérémonies des Awards à New York. Suge Knight et Snoop Dogg vont rajouter de l'huile sur le feu en faisant face à leurs opposants sur scène. Malgré ça, Puff Daddy va essayer de calmer le jeu, mais cela ne va rien changer. La guerre est définitivement déclarée et malheureusement, elle va se terminer dans le sang avec l'assassinat des deux plus grandes stars. Tupac à Las Vegas le 7 septembre 1996 et Biggie à Los Angeles le 9 mars 1997. Tous les deux ont été abattus par balles, deux meurtres qui ne seront jamais élucidés. Ils avaient tous les deux 25 ans. Toute l'Amérique est dévastée par ces morts tragiques. Puff Daddy a perdu son ami, son frère, mais aussi son poulain. Il est totalement dévasté et il est au bout du rouleau. Les mois passent et Puff Daddy a perdu sa plus brillante étoile. Mais fort de sa personnalité et brillant stratège, il va décider de se produire lui-même en tant qu'artiste rappeur. Puff n'aime pas tout ce qui est conventionnel et va décider de rajouter une touche très spéciale. Mettre du vieux dans du neuf et le transformer en rap. Et il sort quelques mois plus tard avec La Veuve de Biggie, une chanson que vous connaissez sûrement tous, I've Been Missing You. Et ce fut un tube planétaire, un énorme succès. Il a récidivé de nombreuses fois et a finalement eu une longue carrière en tant que rappeur. Il a par la suite continué à produire de nombreux artistes à succès. En 2007, un de ses plus gros coups a été le partenariat avec Diageo PLC, un grand groupe florissant dans la vente d'alcool. Et ils lui ont signé un contrat juteux pour qu'il soit l'ambassadeur d'une de leurs marques de vodka, Ciroc. Puff Daddy a pris ses engagements au sérieux et il a commencé à faire des soirées pour promouvoir la marque. Et Ciroc est devenu par la suite la marque de vodka la plus consommée au monde. Ce partenariat lui a rapporté des millions et des millions de dollars. Il a par la suite continué à produire d'autres artistes et à renforcer son image grâce à une émission de télé-réalité, encore du jamais vu aux États-Unis, Making the Band et I Want You to Work for Diddy, sorti pour la première fois en 2008, ce qui a totalement mis son image tout en haut de l'affiche. Puff est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde et a aujourd'hui une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars. Il continue toujours à produire des grands artistes et Bad Boy Records est aujourd'hui une référence dans l'environnement du rap aux États-Unis et dans le monde entier. Ok, pour conclure l'équipe, ce que j'aimerais dire comme mot de fin, c'est que la résilience en fait partie du succès. L'échec fait partie du succès. On voit dans son parcours qu'il a perdu plusieurs fois tout l'argent qu'il avait en fait. Il y a une seule chose qu'il n'a pas perdu, c'est son ambition, c'est sa résilience. Et si vous remarquez bien, il a toujours été audacieux, il n'a jamais eu peur en fait d'aller cueillir une pomme qui était totalement hors de sa portée. Si vous remarquez bien, la vie est un mélange d'audace, de vision et de résilience en fait. C'est clairement ça la vision à adopter si vous voulez réussir dans la vie. Donc voilà pour mon mot de fin. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager, à commenter, etc. etc. C'était Kali Hustle, on est ensemble. Cheers!